ici à côté de moi. Alors, c'est très bien parce qu'on a discuté tout à l'heure, donc avant la conférence, et j'avais dit vraiment, j'ai appris beaucoup de choses dans ce livre, j'ai fait des annotations, etc. Et j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Mais il me dit, mais est-ce que vous avez lu les 2 derniers chapitres concernant les monnaies locales? Je dis non, j'ai pas eu le temps, j'ai pas fait. Maintenant, je comprends effectivement que ce qui doit être dans le contenu de ce livre-là ne doit pas peut-être tout à fait correspondre à l'idée d'avoir l'envie de créer une monnaie locale. Visiblement, aujourd'hui, j'étais un peu surpris de voir que on peut faire les mêmes constats comme économiste et ne pas arriver aux mêmes interprétations. Alors moi, c'est clair, si je viens ici, c'est pour parler des monnaies locales et de dire que les monnaies locales, c'est certainement pas une barrière, mais c'est plutôt le contraire, c'est plutôt un lien. Donc ce que je vais présenter en 20 minutes, j'espère que ça va aller, c'est justement pour montrer ça et pour aussi montrer les différentes étapes et les points qu'il faut penser pour créer une monnaie locale en Belgique, en France, partout dans le monde d'ailleurs, parce que c'est un phénomène effectivement qui est en pleine expansion, une explosion, et depuis la crise des subprimes en 2008, il y a eu toute une série d'initiatives pour justement mettre en place des monnaies locales parce qu'on a considéré que la monnaie comme l'euro ou le dollar n'étaient pas des monnaies qui étaient absolument sans défaut, même là on peut parler aussi de monnaie polluée, et qu'une monnaie locale pouvait éventuellement être une solution en cas où ces monnaies tendraient à perdre de leur valeur ou carrément disparaître. Alors, quand on parle de monnaie locale, évidemment, ce qu'on dit, c'est, quand on parle de monnaie locale, pour ceux qui ont déjà entendu parler de la monnaie locale, c'est à quoi ça sert. Et on répond, en général, c'est pour relocaliser le commerce, les échanges commerciaux entre prestataires et consommateurs. Alors, c'est vrai que c'est une définition assez précise, mais qui pour moi n'est pas suffisante. Il y a différents types de monnaies locales. C'est vrai qu'on parle, par exemple, il y a des monnaies locales qui sont basées sur le temps, des monnaies locales qui sont basées sur la prestation, donc on s'approche à ce moment-là des services d'échange locaux, mais également, bien sûr, des monnaies locales qui sont basées sur l'euro. En fait, c'est ce type de monnaie locale-là qui est le plus répandu, donc c'est une monnaie locale, avec un nom local, on va dire, et qui correspond à une valeur en euros. En général, une unité de monnaie locale correspond à une unité de monnaie d'euros. C'est fait? Ok, parce que c'est un peu filmé, c'est pour ça. Et donc voilà, et ce qu'on peut dire par rapport à ça, je perds un peu le fil ici, c'est que, en fait, une des clés justement de la réussite de la monnaie locale, si on parle au niveau général, c'est d'avoir le plus possible un cercle vertueux, c'est-à-dire une espèce de cohérence entre l'offre et la demande, c'est-à-dire l'offre qui est faite par les prestataires et la demande qui est faite par les consommateurs. Lorsqu'on arrive à avoir une espèce de cohérence, une espèce de, comment on peut appeler ça, un maillage, si vous voulez, un maillage très intéressant, à ce moment-là, la monnaie locale peut vraiment se développer parce que les offres correspondent, les demandes correspondent aux offres, les offres correspondent aux demandes. Ce qui est un peu difficile, c'est qu'en général, les prestataires, lorsqu'ils utilisent des monnaies locales, lorsqu'ils reçoivent des monnaies locales, ont difficile de les remettre dans le circuit parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des produits qui correspondent à leur production ou à leur consommation. Donc si on arrive justement à vraiment avoir un très bon maillage, on arrive à ce moment-là à avoir une monnaie locale qui se développe facilement. Alors, pour créer une monnaie locale, il y a 4 étapes, ou 4 points, parce qu'on ne peut pas toujours parler de manière chronologique. Alors, les 4 possibilités, enfin les 4 points, sont la connaissance des besoins des consommateurs, mais aussi des prestataires. C'est également, donc, le deuxième point, c'est contacter les autorités. Le troisième point, c'est la mise en place de la structure pour la monnaie locale. Et le quatrième point, c'est le lancement de la monnaie. Et c'est vrai que c'est 4 points importants, et on a vu aussi quelquefois que même si on faisait par exemple les 3 premiers points, donc même la mise en place, le lancement ne se faisait pas parce qu'il faut vraiment préparer les points, donc tous les points. Alors le premier point, donc, c'est connaître la demande, enfin connaître les besoins. Connaître les besoins, ben oui, effectivement, il faut aller voir des prestataires, il faut demander qu'est-ce qu'ils ont besoin, voir les consommateurs, aller voir différents types de personnes, des associations, des clubs sportifs, des écoles, des mouvements de jeunesse, etc. Tous ces personnes-là pour un peu avoir l'idée de ce que pourrait apporter une monnaie locale dans le territoire.
Il faut également s'informer auprès de personnes qui connaissent déjà les monnaies locales. Bon, évidemment, il y a le réseau Financité, qui est un réseau qui a une expérience importante dans les monnaies locales depuis quelques années. Donc, évidemment, il faut les interroger, il faut les voir, il faut travailler avec eux. Mais également aussi ceux qui ont déjà fait des projets de monnaie locale, parce que les monnaies locales, ça existe en Belgique, et c'est vrai que ça reste fragile, mais quand même ces monnaies locales existent. Savez-vous par exemple qu'il y a une monnaie locale dans la province de Luxembourg, donc c'est l'épi lorrain, voilà, qui gère environ l'équivalent de 30 000 euros. Vous avez le Valeureux qui a été créé en 2014 à Liège. Vous avez les Blés qui a été créé dans une petite commune qui s'appelle Gré d'Oiseau. Vous avez également le Ropi. Je ne sais pas si c'est créé ou ça va vraiment se créer, mais enfin c'est vraiment, on peut dire que c'est pour 2015-2016, à Mons. Et vous avez le Volti également, à Rochefort, et puis vous avez d'autres monnaies qui essayent d'exister, comme le Sol à Toit, donc à Ath, et puis je sais qu'il y a des projets à Namur et aussi à Jambon. Voilà, donc ça c'est pour la Belgique. Il y a aussi des projets qui ont fait leurs preuves en France, qui est l'Oshko dans le Pays Basque, et le Sol Violet, on en a parlé à Toulouse. Mais vous avez encore des belles réussites en dehors de ces pays-là. En Allemagne, si vous vous intéressez un peu, vous tapez Chiemgauer, C-H-I-E-M-G-A-U-R. Donc c'est une belle réussite de monnaie locale en Allemagne. Et vous avez également une très bonne réussite en Angleterre, c'est le Bristol Point, donc en Angleterre, où le maire de Bristol est payé en monnaie locale. Et environ, il y a 10% de la population, et vous savez qu'à Bristol, il y a quand même 400 000 personnes, et donc il y a quand même 40 000 personnes qui utilisent le Bristol Pound, donc je pense qu'on peut parler d'une réussite dans ce cas-là, et c'est certainement pas la seule. Alors, le deuxième point, je vous l'ai dit, c'est contacter les autorités. Alors évidemment, là, c'est clair qu'on ne crée pas une monnaie locale comme ça, avec un groupe de personnes, un groupe d'amis, on dit voilà, ça y est, on crée une monnaie locale, et puis tout va bien. Il faut contacter les autorités, et à deux niveaux. Alors, évidemment, contacter les autorités nationales. Alors, je suppose qu'il faut contacter, je pense que Financité doit le savoir, mais au moins le SPF Économie. La Banque nationale, bon, ben, si elle apprend qu'il y a de la monnaie locale qui circule et qu'elle n'est même pas au courant, je pense que c'est plutôt dangereux. Hein, ça peut être un délit de fausse monnaie. Et donc, il faut contacter donc, le côté national, mais aussi le niveau régional et même local. Alors, si on parle de la monnaie locale sur Tournai, bien évidemment, c'est la ville de Tournai qu'il faut contacter. Évidemment, il faut contacter le politique, donc c'est-à-dire le conseil communal, les échevins, le bourgmestre, il faut contacter l'administration, il faut contacter également, pourquoi pas, les chambres de commerce, parce que, bon, d'abord, il faut qu'ils soient au courant, bien sûr, et puis deuxièmement, il est important que la ville puisse partager, en tout cas travailler, et en tout cas collaborer, on va dire ça comme ça, collaborer avec les personnes les initiateurs d'une monnaie locale. Par exemple, au niveau des subsides, donc, vous pouvez imaginer que l'administration, la ville de Tournai offre un subside et puisse engager une ou deux personnes pour cette monnaie locale. Mais également, pourquoi pas, elle apporterait également une confiance. Le fait que la ville de Tournai est partenaire de la monnaie locale fait que ça pourrait donner une confiance et donc un développement plus important du nombre d'utilisateurs. Et puis, troisièmement, vous avez également, pourquoi pas, la ville de Tournai pourrait proposer quelques services payés aux monnaies locales. Ça existe dans plusieurs villes. Je pense que Nantes réfléchit à ça aussi, mais on pourrait imaginer qu'on puisse, par exemple, aller à la piscine ou aller à la maison de la culture, voir un spectacle, payé en monnaie locale. Donc c'est toujours un plus quand la ville, quand les autorités régionales ou communales participent au projet, d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'était le deuxième point, la deuxième étape. Alors le troisième point, troisième étape, c'est la mise en place. Alors là, il faut réfléchir vraiment à la mise en place. Et la mise en place, c'est vraiment créer une association, mais cette fois-ci avec des statuts. Donc on devra certainement passer d'une association de fait à une association avec des statuts qui sont déposés chez le notaire. Il faudra également faire un règlement d'ordre intérieur, il faudra aussi définir une charte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dans cette monnaie locale, qu'est-ce qu'on veut développer. Par exemple, pour la monnaie locale au Pays Basque, ce qu'ils veulent développer, c'est la pratique de la langue basque, c'est la pratique c'est la défense de la culture basque, et donc c'est mis dans la charte, c'est mis dans l'éthique, et donc ça se retrouve dans ce code éthique. Alors, toujours dans la mise en place, il faut aussi réfléchir sur le type de monnaie que l'on veut.
On a parlé de la monnaie fondante, donc vous avez compris que Silvio Gesell, donc vous avez l'occasion d'entendre une parole de Silvio Gesell. C'est vrai que Silvio Gesell est un économiste allemand qui est un peu fondateur de ces monnaies, on va dire fondantes. Alors une monnaie fondante, c'est quoi? C'est simplement une monnaie qui perd de sa valeur. C'est-à-dire que, quelque part, on favorise l'échange plutôt que la thésaurisation. Parce que, évidemment, le but d'une monnaie locale, c'est pas qu'elle soit thésaurisée, épargnée, c'est qu'elle soit utilisée. Et on a déjà des statistiques à ce niveau-là. On se rend compte que les monnaies locales tournent beaucoup plus vite que l'euro. J'ai entendu parler de 3-4 fois, mais je pense que ça peut être encore plus, parce que cette monnaie locale est faite pour ça. Et on en reparlera un peu après aussi. Alors, deuxième chose aussi, donc, concernant donc, les caractéristiques de la monnaie locale, c'est ce qu'on appelle le taux de réconversion. Et alors là, c'est quoi un taux de réconversion? C'est quand, par exemple, le prestataire, ou le consommateur, mais c'est plutôt le prestataire, a de l'argent local et qui veut retrouver des euros, ben, il peut le faire, qu'il peut échanger sa monnaie locale contre des euros, mais à ce moment-là, il va perdre un petit pourcentage qu'on appelle un taux de conversion, de reconversion. Ce taux, en général, est de 2%. Et ce 2% permet, quelque part, de récolter des moyens pour l'association, pour le réseau, pour faire des événements, des drinks ou des choses comme ça, ou pourquoi pas, si ça se développe vraiment très fort, pourquoi pas subsidier quelqu'un, enfin payer un salarié pour aider le réseau. Justement, je reviens de nouveau sur le SCHO et les Pays Basques. En fait, le taux de reconversion pour la monnaie, le SCHO au Pays Basque, est de 5%. Pourquoi? Parce qu'ils prennent 2% pour l'organisation, mais également 3% qui vont dans des associations donc, du Pays Basque, qui défendent justement la culture basque. Et ces 3% permettent évidemment d'apporter un plus à ces associations qui sont sélectionnées par le réseau et choisies par la personne qui justement reconvertit ses euros. Elle peut le faire même de manière tout à fait volontaire, même si ce n'est pas le but, pour justement financer les associations de la région. Alors ça c'était le troisième point. Non, c'est pas encore terminé. Voilà, financiation d'associations, et puis après mise en pratique, mise en place. Alors, là, effectivement, il faut commencer à aller sur le terrain, de manière un peu plus constante, et contacter les personnes, et principalement les prestataires, pour les convaincre des intérêts qu'ils peuvent avoir pour cette monnaie locale. Donc, il faut mettre en place un argumentaire pour que les prestataires soient intéressés par cette monnaie. Donc, c'est un gros travail à faire. Il faut aller visiter les prestataires, également, et essayer de demander, de voir si, dans quelle mesure ils seraient d'accord de s'engager pour utiliser cette monnaie locale. C'est aussi le moment où il est peut-être déjà temps de faire une petite publicité par rapport à la monnaie locale, rien que pour commencer, rien que pour informer de l'imminence de la création d'une monnaie locale. Voilà, ça c'était pour le troisième point. On arrive au quatrième point, là c'est le lancement de la monnaie. Alors là il faut y aller. Lancement de la monnaie, là au niveau publicité, il faut créer des événements, il faut évidemment s'intéresser aux médias, pourquoi pas s'il y a une télévision locale, passer à la télévision locale, communiquer aussi via la presse locale, pourquoi pas des flyers aussi, enfin voilà. Donc il y a tout ça à faire, il y a plein de choses à faire, il faut réceptionner les participations, il faut imprimer les billets de la monnaie locale, ou alors simplement donc, faire passer la carte électronique, si on fait une monnaie électronique. Oui, alors également, donc, il faut créer le fonds de réserve, c'est-à-dire qu'en fait, quand on échange des euros, quand on échange des monnaies locales, on reçoit évidemment des euros. Ces euros sont mis dans un fonds de réserve. Et donc, c'est ces euros qui créent, la confiance et qui garantissent cette monnaie locale. S'il y a un problème avec la monnaie locale, il y a toujours possibilité de revenir en euros. Donc, ce qu'on appelle aussi donc, une monnaie pleine, dans le sens où chaque monnaie locale qui est mise en circulation correspond à un euro qui est mis en réserve. La question aussi peut se poser de savoir cette réserve, est-ce qu'on peut éventuellement l'utiliser pour financer des projets locaux? Ça, c'est des questions évidemment qui se posent au niveau de l'association, qui doivent être réglées. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Évidemment, il faut créer donc, toute une structure, la comptabilité, secrétariat, il faut gérer, qu'est-ce que j'ai mis là? Gestion des comptoirs de change. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut trouver des endroits
dans la ville ou dans la région pour pouvoir échanger justement ces monnaies. Alors ça peut poser problème, par exemple au Luxembourg, à l'Épile au Rhin, c'est une très grande région, donc il fait souvent, il fait froid, c'est pas les mêmes climats qu'ici, et là le problème c'est qu'il y a un problème d'approvisionnement, parce que lorsqu'ils veulent justement des monnaies locales, le problème c'est qu'ils doivent se déplacer dans différents comptoirs, et ces comptoirs de change sont disséminés dans la région, mais ils sont en train vraiment de se poser la question de savoir s'ils ne passeraient pas à une monnaie électronique pour éviter justement de faire ces déplacements pour aller chercher cette monnaie locale dans les comptoirs qui sont disséminés dans la région. Voilà. Alors il y a aussi au niveau du lancement de la monnaie ce qu'on peut appeler un feedback, enfin un travail sur les indicateurs, parce que c'est clair que dès le départ, le lancement est très important. Si ça foire au lancement, il faut directement réagir pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette monnaie locale ne se développe pas, pour différentes raisons. Et donc, essayer de rectifier le tir si on se rend compte qu'effectivement, il y a des éléments qui sont perturbants ou polluants dans la création de la monnaie. Voilà les 4 points concernant la possibilité d'une création de monnaie locale. Alors, ça c'est fait. Je voudrais faire un petit point aussi au niveau du personnel, parce que c'est vrai que en fait, une monnaie locale n'existe pas sans, évidemment, l'existence de bénévoles, parce que pratiquement toutes les monnaies locales sont faites par des bénévoles. Il y a certaines monnaies locales peut-être plus importantes qui peuvent se permettre d'avoir des salariés ou aussi des subsides de la part d'instances publiques. Mais en général, bien sûr, c'est des bénévoles. Et dans ces bénévoles, vous avez des bénévoles militants et des bénévoles, on va dire, motivés. Donc de toute façon, il faut être motivé pour le faire, parce que ça demande beaucoup de travail, et on peut considérer qu'il y a des gens qui vont devoir vraiment s'impliquer, mais avec beaucoup de temps, c'est ceux qui vont faire partie vraiment de l'association, peut-être 10, 15, 20 personnes, et puis des bénévoles peut-être plus ponctuels, qui eux vont aider, par exemple, à aller contacter des prestataires, ou faire des événements, ou simplement un peu de publicité, ou simplement en parler, ou simplement trouver des idées d'utilisation de cette monnaie. Donc, c'est clair qu'une monnaie locale, surtout quand elle est citoyenne, forcément, elle doit passer par le bénévolat. Alors, ceci dit, la monnaie locale reste fragile. J'ai pas vu vraiment, même dans les cas les plus intéressants, en tout cas en France, sur le SCHO ou sur le sol violette, ces monnaies restent fragiles parce que forcément, il y a très peu de rentrées. On l'a bien vu, c'est soit le taux de reconversion, ou une chose que je n'ai pas dite, c'est simplement l'inscription. L'inscription, c'est peut-être 10 ou 20 ou 30 euros pour s'inscrire et pour pouvoir participer à cette monnaie locale. Donc c'est des rentrées qui sont relativement faibles. Alors souvent, ces monnaies locales peuvent éventuellement avoir un ou deux subsides pour pouvoir engager du personnel, mais il faut qu'évidemment ce subside puisse être pérennisé dans le temps, et on se rend compte que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Quelquefois, par exemple, une commune dit ok, c'est bon, on a un subside, on le donne à la monnaie locale pour pouvoir engager quelqu'un à mi-temps ou à un quart-temps, et puis l'année suivante, le budget est différent, et du coup, plus de subside, donc quid évidemment de l'existence encore de la monnaie locale. Donc il faut faire très attention justement à ce qu'elle ne dépende pas de subsides et qu'elle puisse vivre de par ses propres moyens. Donc la monnaie locale reste fragile. Alors elle est fragile aussi parce que quelquefois elle est mal comprise. La monnaie locale, on dit mais c'est quoi une monnaie locale? Déjà, l'euro, on ne sait pas trop, on ne comprend pas très bien. On croit aussi que c'est une chose qui est liée au biologique. Enfin, un jour, on m'a dit, tiens, la monnaie locale, c'est pour acheter des légumes bio. J'ai dit, non, pas que ça, il y a des trucs, il y a autre chose que ça. Mais bon, il y a toute une frange de la population. C'est vrai que les monnaies locales, on ne comprend pas. On dit, mais pourquoi un truc en plus? On a déjà pas mal de problèmes avec l'argent. Pourquoi on va encore prendre une monnaie locale? Et c'est vrai que la monnaie locale est fragile aussi de par le système, dans le sens où elle sera toujours en concurrence avec l'euro. Quand vous avez une monnaie locale qui est basée sur l'euro, l'euro, évidemment, est plus fort que la monnaie locale. Parce que l'euro, vous pouvez justement dépenser comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'une monnaie locale pour consommer local. Vous pouvez consommer local, évidemment, avec de l'euro. En plus, l'euro, vous pouvez l'épargner, vous pouvez le thésauriser, vous pouvez le garder. Et puis, vous pouvez faire les achats là où vous voulez, avec qui vous voulez. Donc, évidemment, si on pense à ça, la monnaie locale est quelque part toujours un peu en état de survie. Et il faut vraiment avoir des convaincus, il faut vraiment imposer cette monnaie locale pour qu'elle puisse
vivre un certain temps. Alors, comment éventuellement peut-on renforcer cette monnaie locale et donc un peu la rendre moins fragile? Bien, en fait, c'est par exemple ce qu'ont fait le sol violette et le SCHCO, donc je reviens sur ces deux exemples que je connais bien. Eh bien, le sol violette, par exemple, une partie des indemnités des chômeurs est payée en monnaie locale. Donc, ce qui veut dire pour les vendeurs, enfin pour les prestataires, s'ils veulent avoir ce pouvoir d'achat, bien quelque part, ils doivent accepter la monnaie locale, donc le sol violette. Et donc, quand vous avez ce genre de choses, évidemment, ça donne un appui plus intéressant et plus fort à la monnaie locale. Vous avez aussi, donc je viens de rappeler le SCHCO, et c'est vrai que lorsque vous avez comme ça un sentiment régional très fort, comme on l'a dans le Pays Basque, bien, on prend la monnaie locale parce que justement on sait que derrière tout ça, on va défendre la langue basque, on va défendre les associations qui défendent la culture basque. Donc c'est un plus très important, et c'est entre autres d'ailleurs pour ça, je pense que ces deux monnaies locales françaises sont les deux plus grands succès en France. Vous avez donc aussi, je parlais pour l'Angleterre, le Bristol Pound, bah oui, le bourgmestre, donc il est bien payé en monnaie locale, et aussi une partie du personnel, par exemple les frais certains frais sont payés en monnaie locale, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, eh bien à Bristol, si vous voulez capter ce pouvoir d'achat, vous devez également, en tant que prestataire, accepter cette monnaie. Et puis, dernière chose, je pense que ce qui est important, c'est la conscientisation. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que quand on utilise une monnaie locale, on crée une chaîne d'échange de monnaie locale. C'est-à-dire que vous mettez une monnaie locale dans le circuit, mais cette monnaie locale va aller vers une autre personne, puis encore une autre personne, et finalement vous avez une chaîne qui fait que vous êtes certain que cette monnaie va rester dans la région, elle va être dépensée dans la région. Donc je pense que c'est important, donc réellement je pense que ça a un effet très important sur le commerce, et on en parlait tout à l'heure, c'est clair que si on avait une monnaie locale commune pour développer le centre-ville de Tournai par rapport aux commerçants, ce serait peut-être plus intéressant, et qu'on pourrait à ce moment-là, de par rien que la monnaie, pouvoir un impact favorable sur le développement du commerce au centre-ville. Donc cette conscientisation est vraiment très importante à comprendre. Vous pouvez aussi avoir une influence sur l'orientation de la monnaie, dans le sens où, par exemple, vous avez un adolescent qui a 15 ans, il va aller boire un verre dans un café, écoutez, pas de problème, je vais donner de la monnaie locale, et donc il reçoit la monnaie locale, peut-être pas toujours avec beaucoup grand plaisir, parce que quelque part, s'il la dépense, il va devoir la dépenser dans les cafés qui utilisent la monnaie locale. Donc on peut orienter la consommation grâce à la monnaie locale. C'est un point très très important. Alors, donc je reviens un peu sur ce qui a été dit même précédemment par Michel, mais c'est vrai que là c'est clair que moi mon point de vue n'est pas le même. Je considère en tout cas pas qu'une monnaie locale soit une barrière. Moi par contre je vois plutôt la monnaie locale comme du lien. Et c'est vrai que s'ouvrir au monde c'est bien, mais s'ouvrir par rapport à ses voisins, par rapport à ses proches, par rapport aux gens qu'on rencontre, par rapport aux commerçants que l'on connaît, je pense que c'est important également. J'ai encore un peu de temps ? 2 minutes, alors en 2 minutes, parce que je voudrais parler de l'expérience qui existe à Gand. Donc en fait, je ne sais pas si... Enfin, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup dans le domaine de la monnaie, c'est Bernard Liétard. Bernard Liétard est né pas loin d'ici, il est né à l'Aube, tout près de Courtrai, et il a été à la création de l'écu, donc c'est-à-dire l'ancêtre de l'euro. Donc c'est quelqu'un qui est très connu dans le domaine de la monnaie, et un jour on lui a demandé... la ville de Gand lui a demandé de créer une monnaie locale dans un quartier qui était défavorisé, qui était surtout habité par des autochtones, par des Turcs en fait, qui venaient de régions paysannes en Turquie. Et en fait, on leur a demandé à ces personnes qu'est-ce qu'elles voulaient exactement pour éventuellement le relier avec la monnaie locale. Et ces gens ont dit, nous on voudrait des jardins. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a eu l'habitude quand on était enfant de se promener dans les champs et on voudrait, pourquoi pas, cultiver dans des petits jardins. Alors, les petits jardins, évidemment, quand vous êtes dans le quartier nord de Gand, c'est pas évident, mais finalement, le quartier, enfin la ville a répertorié différents types d'endroits où on pouvait faire des jardins. C'était des friches industrielles, c'était éventuellement des ronds-points, c'était des petits terrains comme ça qui étaient perdus, et avec tout ça, on a créé des jardins. Et donc, ça donnait la possibilité de jardiner. Mais attendez, vous allez me dire, mais quel est le lien, évidemment, avec la monnaie locale ? Bien simplement, c'est qu'on leur a dit, on met à disposition ces jardins, mais ils sont loués. Vous devez les louer. Vous devez payer un loyer. Et vous devez payer un loyer en monnaie locale, en taux requin. Et pour avoir cette monnaie locale, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut faire différentes activités proches, enfin,
qui favorise l'environnement, qui favorise le social, c'est-à-dire nettoyer les berges d'un canal, par exemple, enfin, ou le long d'un canal, c'est-à-dire surveiller les enfants des voisins ou d'une crèche, enfin, peu importe, je dis un peu n'importe quoi. Mais allez, autre chose, par exemple, faire la cuisine pour un moment de jeunesse, entretenir un parterre de fleurs qui se trouve au centre-ville, etc. Et donc, en faisant toutes ces activités-là, ces gens ont pu recevoir cette monnaie locale, et en recevant cette monnaie locale, ils ont pu louer des jardins et faire des jardins et cultiver. Je peux vous dire que depuis cette expérience, vous avez dans ce quartier-là vraiment une communauté, non pas... vous avez vraiment un lien qui s'est fait entre les différentes communautés, un lien qui s'est fait entre les gens justement qui utilisent cette monnaie. Et donc, c'est très beau à voir parce qu'au printemps, ils commencent à cultiver. Et grâce à cette création monétaire qui n'est pas basée à ce moment-là sur l'euro, eh bien, vous avez réellement... on voit vraiment que la monnaie donc, peut servir à créer des liens dans une région. Donc c'est très très important. Et je conclurai donc en disant que la monnaie locale donc, elle produit presque spontanément de la convivialité, de l'entraide, du partage. Elle est à la base d'initiatives citoyennes aussi, et quelquefois, on est quelquefois étonné de voir le fait que ces gens se connaissent par la monnaie, comme quoi ils peuvent créer d'autres choses. Et donc c'est aussi un sentiment d'appartenance et à un réseau et à une communauté. Donc pour conclure, je dirais que la vraie valeur de la monnaie locale, c'est la création de liens, et ça fait du bien. Voilà, merci. Un petit mot encore, parce que dans 15 jours, je vais faire une présentation à Moucron sur la monnaie. Donc c'est rue des Brasseurs, de l'autre côté à l'espace citoyen. Donc c'est dans 15 jours, donc si vous voulez venir, vous êtes bien. Merci. Mais on va rester avec nous, on va lancer le débat. Je veux juste quand même vous le faire palper. De quoi parle-t-on? J'en ai deux ici, je vous propose de les faire circuler, que vous les ayez en main. Il y en a une qui vient de Liège et une de Gaume. Vous le verrez aussi qu'il y a des sécurités sur les billets, évidemment, car tout le système monétaire est basé sur la confiance, et la confiance même en l'outil. Je ferai ça par vous. Et donc vous verrez que ces billets sont bien protégés pour éviter les falsifications, sinon le système, pops, d'un coup, s'auto-détruirait, pour le dire comme ça. Dernière information aussi sur les aspects juridiques, qui a été assez vite, mais officiellement, ce type de monnaie est donc totalement accepté, pour autant qu'il respecte une série de critères et de conditions. Donc ça se fait au cas par cas. Donc avec les porteurs de projet, on analyse les conditions à chaque fois. Et en fonction de ça, on voit effectivement si c'est valide ou pas. Mais aujourd'hui, ce type de monnaie est considéré comme des bons de soutien à l'économie locale. Et on travaille aussi effectivement les aspects de monnaie, en tout cas de paiement par voie électronique, ce qui facilite énormément les transactions, notamment entre professionnels. Ce qui parfois pose des sérieux soucis, tout simplement de mobilité de l'âge. Voilà, mais je vous propose de vous passer tout de suite la parole et de voir ensemble, avec Bruno, mais aussi René qui est quelque part dans la salle, qu'est-ce que vous en pensez, et de voir un petit peu les premières réactions, commentaires et questions par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. Oui. Moi j'en ai deux questions. Alors, dans le cadre de votre exposé, vous parliez tout à l'heure de travail en collaboration de la monnaie. Vous comprenez bien? Non. Vous m'entendez bien? Vous parliez donc de toute une ingénierie qui se met en place, donc au niveau juridique, du secrétariat, l'impression des billets, et j'en passe. Toute cette machinerie, en fait, je pense qu'elle représente un certain coût. Et ce coût, bon, qui est supporté en principe par les fonds publics. Oui, non? Et j'aurais voulu un peu en savoir un peu plus par rapport à ces coûts. Qui supporte quoi et dans quelles conditions? Et alors, ma deuxième question, peut-on éventuellement intégrer une monnaie locale dans le cadre d'un plan de cohésion sociale au sein d'une commune? Alors, la question du coût, effectivement, c'est un coût. Le billet que vous allez avoir dans votre main ici qui circule a un coût qui varie entre 3 et 5 cents. Ça dépend évidemment du nombre de sécurités qu'on va placer, du type d'impression qu'on va faire, etc. Donc, oui, il y a un coût. Et oui, il y a un coût pour lancer un tel projet. Qui est fort variable aussi en fonction de la grandeur du projet que je veux donner, en fonction des activités que j'ai réalisées. Mais grosso modo, vous devez tabler entre 1 500 € et plus si affinité. Donc, ça a un coût, effectivement, au départ. Comment on a fonctionné avec les groupes existants? On a soit reçu des petites aides, Fondation Baudouin ou de la région Wallonne, ça fait 3 ans qu'ils soutiennent des études et permettent aussi le développement de ces activités, pour, d'une part, vérifier que
vérifier à la fois la stabilité des projets, mais aussi vérifier tous les aspects juridiques. Donc c'est pour ça qu'on a, avec eux, fait ensemble une étude et un guide des données complémentaires que vous retrouvez d'ailleurs sur le site de Financité. Donc un guide qui permet de retracer toutes les étapes qu'a rapidement évoqué Bruno. Donc ce coût peut être supporté par là. On a aussi d'autres projets qui ont fait appel à du crowdfunding. Alors le crowdfunding, c'est quoi? C'est un financement participatif. On va proposer aux personnes qui souhaitent soutenir le projet d'y verser une petite contribution, qu'elle soit de l'ordre de 1, 2, 5, 10, 100 euros, etc. Soit en échange d'un service, ou soit un pur don qui permet alors au projet d'exister et de voir le jour. Voilà. Dans le temps, il n'y a pas grand-chose qu'on fait dans le temps, si ce n'est des frais de communication. Il y a l'exploitation d'un site internet, il faut